Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver où nous allons pendant une heure parler de sport, uniquement de sport avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Kevin Carrère à ma droite nous présentera le Zoom de la semaine, vous vous en doutez, on va parler du match de demain entre la France et l'Allemagne, sans oublier la question du jour, le débat avec justement le premier match de l'équipe de France dans l'UEFA Euro 2020 et on va parler un petit peu du début de cette compétition. Et enfin nous recevrons un invité, et quel invité? Sofiane Oumia, vice-champion olympique 2016 et champion du monde de boxe. Avec nous ce soir, Kevin Carrère. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Marek Keta, bonsoir Marek. Bonsoir à tous. Et Maxime Brossard, bonsoir Maxime. Salut. C'est bon, j'ai le match en direct sur mon téléphone. Non, c'est pas possible. Voilà, la Slovaquie mène 1-0 à la mi-temps contre la Pologne, pour ceux que ça intéresse, et la République tchèque a battu l'Écosse 2-0 tout à l'heure. Arrêtez. Et chers auditeurs, si vous aimez le foot, et même si vous n'aimez pas le foot, je vous conseille vite d'aller voir le deuxième but de la République tchèque, un lob de 50 mètres. Non, mais c'est n'importe pas le 0 ça C'est le 2-0, le 2-0 exceptionnel. Putain. Il y a un événement, je vous le dis, bonsoir messieurs, bonsoir à Coraline et Romain. Il y a un événement cette semaine. Il y a eu un événement ce week-end, hier, sur les coups de 17h30. Maxime a regardé. À regarder quoi? Ah non, j'ai même pas regardé du la tennis. balle jaune. J'ai Ah invité non, Maxime il m'a Brossard invité, ouais. à la maison. Ouais. Je vous dirai pas ce qu'on a bu avec j'ai modération. regardé du jaune, mais c'était pas la balle. Ouais. Avec modération. Ah ouais. Mais j'ai mis, bien évidemment, il y avait la finale de Roland Garros. D'ailleurs, personne n'en parle de cette finale. On va parler de Roland Garros avec vous, Kevin, tout à l'heure. Mais c'est vrai que Djokovic a remporté son 19e Grand Chelem, le deuxième à Roland Garros de sa carrière, devant Tsitsipas. Et je l'ai mis devant. Et faut être honnête, il a pas vraiment regardé. Après, j'ai regardé les gens dans le public. Et après, heureusement, il m'a mis Autriche-Macédoine. Ça valait mieux. Je préfère il a préféré regarder Autriche-Macédoine que Tsitsipas Djokovic. J'y comprends rien. Je voyais ce type là, un qui se fait masser en plein match, l'autre qui rentre au vestiaire. C'est Vigo Haricot en plein match. Il revient, il fait n'importe quoi. Enfin, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ce spectacle là C'est le cirque Grus quoi. J'ai fait tant pis. Mais je me suis en plus le match Autriche-Macédoine était sympa. Que ça allait, il y avait du contact, ça m'a bien plu. Ouais. Vous avez fait quoi vous ce week-end? Sport aussi ouais, moi j'ai fait beaucoup de sport hier. J'ai fait tout Toulouse à vélo presque. Donc voilà, j'ai les mollets en feu là. C'est pour ça que vous êtes venu en fauteuil roulant là. Vous avez plus à marcher. J'allais pas dire ça. Il est venu en short court, les jambes huilées un peu là. Ça sortir les muscles. Ouais. Et vous, Kevin? Eh ben ça va, un peu d'euro, Roland Garros, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, on salue Romain et Coraline. Coraline qui est contente parce que Pau n'a pas perdu ce week-end, normal, voilà. C'est la fin pour les 2 prochains mois, je sais. Pau va être une grosse série là jusqu'en août. Ils vont pas jouer. C'est vrai, ça c'est beau. Et on se retrouvera samedi. Samedi, il y a un gros programme. Je vais tout vous dire, chers auditeurs, j'ai invité quasiment toute l'équipe de Sportez-vous bien dans le respect des gestes barrières et voilà, la distanciation sociale, parce qu'il y a à 15h la France, à 18h Allemagne-Portugal et à 20h45 notre équipe, le Stade Toulousain, pour les demi-finales de Top 14. Ça va être un bon samedi, vivement lundi prochain pour en parler. En tout cas, je vois que vous êtes prêts, messieurs, on va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et coups de gueule. Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie, une déception. Je vais commencer avec vous, Maxime Brossard, mais directement parce que c'est l'actu très chaude de la région. Ah oui. Cocorico, même pas. Enfin, c'est pas Cocorico, c'est le club français. Non, c'est Cacahuèque. Je sais pas. Faudrait imiter une chouette, mais c'est compliqué à faire. C'est chouette en tout cas ce qui s'est passé. C'est Blagnac qui est en finale du championnat de France de rugby féminin. C'est ça. Ce sera dimanche. Où ça? À Blagnac, en plus, il n'y voyait pas quelques corruptions ou des méthodes bizarres de la part des présidents de Blagnac. C'était programmé avant, ça devait être à Blagnac. Je vous coupe, but de la Pologne. Voilà. Ah, un partout. Ça va mieux. Voilà. Et d'ailleurs, en plus, chers auditeurs, il y aura Jean Sureda au micro normalement pour animer la rencontre. Alors surtout, venez pour Jean, ne venez pas pour le match. Non, je rigole. Je signe des autographes. Venez pour le rugby parce que ce sera un magnifique match. Ça va être une grande première. Face à face, deux équipes qui n'avaient jamais réussi à accéder à ce niveau de la compétition, puisqu'il y avait eu pendant de longues années tantôt la domination des Montpelliéraines et tantôt la domination des Lilloises, avec depuis quelque temps le Stade Toulousain qui avait réussi à se hisser en finale. Mais là, ça va être une grande première donc pour cette finale d'Élite 1 à Ernest Argelès ce dimanche à 17h30. L'ASM Romagna, donc les filles qui sont affiliées à Clermont, face aux filles du Blagnac Rugby.
Tout simplement en demi-finale, les filles de Clermont qui ont elles aussi déjoué les pronostics, elles ont fait tomber les triples championnes de France en titre que sont Montpellier, les ont battues 20-16 avec une énorme performance de la part du PAC auvergnat. Et sans être vraiment inquiété, parce que 20-16 on peut se dire c'est serré, mais c'est sur la fin du match où Toulouse a Montpellier a un peu poussé, mais sinon c'est maîtrisé. Non, ça a été maîtrisé vraiment avec, c'est ça, une domination, une ultra-domination du PAC auvergnat. Et on a retrouvé un peu cette domination aussi du côté de Toulouse au niveau du PAC, je parlais bien sûr, puisque ça a été serré de bout en bout, il y a vraiment eu un match qui était très équilibré jusqu'à la fin. Il faut dire que les Toulousaines étaient repassées en tête à la 75e minute grâce à un essai d'Imar et à la 85e minute, donc dans les arrêts de jeu. Ça m'a fait penser un peu au match Afrique du Sud-Japon qu'il y avait eu à la Coupe du Monde 2015, vous savez. Eh bien, il y a eu Mélissa Llorens, la Blagnacaise, qui est allée marquer en coin. 12-8, score final, victoire des Blagnacaises. Elles avaient échoué 5 fois d'affilée en demi-finale du championnat de France. Et là, cette fois-ci, la 6e a été la bonne. Elles sont en finale. Elles affrontent Clermont. Et on espère que vous allez regarder, ce sera diffusé sur Eurosport, ça va être vraiment un super match à mon avis. La question, vous me voyez venir, quand on sort Montpellier, quand on bat Montpellier pour la dernière journée de poule, qui est le triple champion de France, quand on bat le Stade Toulousain en demi-finale, quand on joue à la finale à domicile, oh là là. Vous me voyez venir. Les planètes sont alignées, oui. Voilà. Est-ce que c'est un danger pour les joueuses ? Bon, j'imagine que le staff et les joueuses sont quand même conscientes que rien n'est joué et que voilà, parce qu'en face ils vont jouer contre une équipe qui a justement sorti les triples champions de France aussi. Mais comme vous l'avez dit, il y a tout là pour Blagnac. Ouais, tout est aligné pour Blagnac et puis le seul truc qui peut faire défaut peut-être c'est justement la météo, je pense, puisqu'on annonce je crois de la pluie pour ce week-end. Cool, les orages. Et s'il pleut pendant la rencontre, je pense que le pack des Clermontoises est un peu plus massif, un peu plus costaud sur ses fondamentaux, même si la mêlée blagnacaise est excellente. Mais dans tous les cas, je pense vraiment ce match va vraiment se jouer devant, ça va vraiment se jouer entre les deux équipes là, entre les deux packs. Et ce sera le pack le plus puissant, le plus dominateur qui à mon avis, fera remporter son équipe. Le match c'est dimanche prochain, le 20 juin à 17h30. Pour accéder au stade, bien évidemment, vous pouvez vous rendre sur les billetteries, mais attention, il faut bien évidemment un test PCR négatif de moins de 72 heures ou alors la feuille du vaccin avec le QR code, comme quoi vous avez les 2 vaccins plus les 15 jours. Voilà, donc comme ça le message est passé. Mais voilà, rendez-vous nombreux pour encourager les Blagnacaises. Ce dimanche, c'est contre Romagna à 17h30 sur Eurosport et France 4. Comme ça, on fait de la pub aussi pour nos confrères. On en parlera, nous, lundi prochain, bien évidemment, dans l'émission. Il va pleuvoir, mais il y en a où il y a le sun. C'est en NBA. Oh là là, qu'il est bon. Je me tourne vers vous, Mariquetta, désolé. Oui, j'étais obligé de la faire, mais on va partir aux États-Unis en NBA. On va parler de basket, bien évidemment. C'est ça. Et avant de parler des Suns, je voudrais juste souligner le titre de MVP qui a été décerné au Serbe Nikola Jokic, la Serbie qui décidément fait la une des pages sport ces temps-ci, puisque Djokovic, on le rappelle, est serbe. Il y avait un joueur de Sochaux qui s'appelait Jokic. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de Sochaux, 93 ans aujourd'hui. Voilà, bon anniversaire. Il trouve toujours le moyen d'en placer une. Mais bien sûr, c'est incroyable ça. T'es en plein NBA, on était aux États-Unis et là, Sochaux. C'est incroyable. Tout ça parce qu'il y a un Serbe qui a joué à Sochaux. Ouais. Allez-y, Marek, allez-y, parce que là on s'en sortira pas sinon. Vous savez quoi, Marek ? Je me tais, allez-y. Non, mais enfin, genre. Et donc, du coup, à souligner, puisque c'est la 3e fois consécutive qu'un non-européen, qu'un non-américain remporte le titre de MVP, donc 2 fois Giannis Antetokounmpo, le grec. Et donc cette année, Nikola Jokic, qui, voilà, c'est très rare qu'un pivot obtienne le titre de MVP. Le dernier, c'était Shaquille O'Neal. C'est quoi ? C'est le poste qui veut pas que ce soit c'est MVP, le poste, comme un défenseur Ballon d'Or, c'est ça ? Oui, voilà, c'est un peu ça. C'est ça. Un pivot globalement, très vulgairement, c'est un défenseur. Donc il marque peu de points, mais Jokic justement explose les statistiques. Il a tourné à 26,4 points, à 56,6% de réussite, 10 rebonds. C'est des statistiques qui sont assez énormes pour un pivot. Donc voilà, je voulais juste souligner ça. Et Jokic qui s'est illustré aussi donc ce week-end. Et ce sera ma transition puisque son équipe, les Nuggets de Denver, ont perdu contre les Suns de Phoenix 4-0. C'était lors des matchs de conférence. Et les Suns, donc, c'est l'équipe en forme du moment. C'est l'équipe un peu surprise même de cette année. Et je vous écoute, Jean Sureda. Pour les auditeurs, 4 matchs à 0, pas le score 4-0, parce que ça fait pas beaucoup sur un match de basket, mais voilà. Vous avez raison. C'est 4 matchs à 0.
4 matchs à 0 donc pour cette équipe des Suns qui est portée par un Chris Paul très en forme, même s'il a 36 ans déjà, mais qui tourne à aussi beaucoup de points avec le duo Devin Booker. Ils ont tourné à 71 points sur le dernier match donc face à Denver. C'est énorme. C'était une équipe qu'on n'attendait pas parce que ça faisait 10 ans en fait qu'ils n'étaient pas allés en playoffs. La dernière fois, pour vous dire, c'était Kobe Bryant qui les avait sortis en 2010. Paix à son âme, mais c'était une époque où des Kawhi Leonard n'étaient même pas, des Paul George n'étaient même pas encore en NBA, donc c'est pour vous dire. Donc gros exploit des Suns, et puis une équipe équilibrée, voilà, c'est pour, je salue nos collègues Lucas Serdic, Mehdi Guillonneau qui sont pas là, mais qui suivent très bien le basket. Je pense qu'ils seraient d'accord avec moi pour dire que cette équipe des Suns est vraiment surprenante, surtout qu'après la grosse trêve de NBA qu'on a connue pour raison Covid, les Suns avaient enchaîné avec 8 matchs, 8 victoires, alors qu'il n'y avait pas encore Paul George. Donc c'est vraiment l'équipe à suivre. Là on les attend, ils joueront soit en finale de conférence, soit contre les Utah Jazz de Rudy Gobert, Cocorico, puisque Rudy Gobert a été nommé meilleur défenseur de la planète pour la 3e fois. C'est bon ça. Les Utah Jazz donc, ou bien aidez-moi, les Clippers de Los Angeles. Voilà. Kevin, vous êtes d'accord avec ça que les Suns c'est la bonne surprise là, de cette saison, où on pouvait les voir venir quand même? Les voir venir, c'est difficile parce que leur meneur à 36 ans a connu énormément de blessures. Leur lieutenant, il a 25 ans, mais c'est la première fois qu'il va en play-off, donc c'est quand même difficile à voir venir. Ils ont fait venir Jay Crowder. Bon, on sait que c'est un joueur expérimenté, mais c'est la première saison qu'il faisait, et entouré de jeunes joueurs qui sont tous en contrat rookie. Michael Bridges, qui est un excellent défenseur, qui a progressé. DeAndre Ayton, premier choix de draft en 2018. Qui devient un pivot quasiment dominant, qui a un peu contenu Nikola Jokic. Donc voilà, c'est une équipe très solide. C'est une équipe très solide qui s'est construite autour d'un très bon coach, Monty Williams, qui a une très forte relation avec Chris Paul, et voilà, c'est un groupe qui s'est totalement créé cette année. C'est ça, et des bonnes surprises en NBA, on en a tous les ans, des équipes comme ça qui font des bonnes performances avant les playoffs, il y en a beaucoup, mais justement les playoffs, c'est ce moment de l'année où on rehausse le niveau, et les Suns l'ont démontré, ils ont très bien su le faire, notamment grâce à Chris Paul, encore une fois. D'ailleurs, c'est bientôt les finales, non? Enfin, c'est oui, les finales de les finales NBA, je parle, il y a les finales de conférence bientôt, mais c'est dans finale. Les finales de conférence. Quoi, dans 15 jours à peu près, même pas. Ouais, ça arrive 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça. Soit début juillet, soit avant fin juin, à confirmer. Peut-être une finale Suns Brooklyn. Et Steve Nash, il est toujours à Brooklyn en plus là. Ouais, il est un ancien des Suns. Ça serait intéressant. C'est une légende des Suns, Steve Nash. Ouais. Ça serait rigolo, ce serait sympa en finale de les voir l'un contre l'autre. Je vais me tourner vers vous, Kevin Carrère, parce qu'on va parler de Roland Garros. Des Français ont gagné à Roland Garros. Il y a le double, et puis il y a les juniors. Ben ouais, c'est ça, les juniors, on avait tout simplement 4 Français en demi-finale cette année, donc une performance incroyable si on regarde par rapport au tableau senior masculin et féminin, donc voilà, une performance incroyable. Donc c'était Lucas Van Hache, Arthur Fils, Sean Quenin et Giovanni Mpecci Pericard qui sont retrouvés tous les 4 en demi-finale, donc qui sont affrontés. C'est Lucas Van Hache et Arthur Fils qui sont arrivés en finale, et Lucas Van Hache a tout simplement dominé la tête et les épaules cette finale. Oui, il a bien maîtrisé. Ouais, très propre, très peu d'erreurs. Franchement, après, on sentait Arthur Fils en fait. C'est la première fois. Il fait le double aussi, lui, donc il était un peu plus gêné, je pense. Ouais, Arthur Fils, il a gagné le double avec Giovanni Mpecci Pericard, donc les 2 Français ont gagné le double aussi en junior. Donc en fait, sur cette finale, Arthur Fils, c'est un joueur qu'on sent très prêt physiquement. À 16 ans, il fait 1m85, il est très solide, mais il a été un peu, je pense, pris par ses émotions durant cette finale. Et de l'autre côté, Lucas Van Hache, il était impassible, et très peu d'erreurs. Des premières qui allaient pas vite, mais tout le temps très bien placées. Il a fait le break dans la première manche, et après il a déroulé. Puis la deuxième manche, 6-2, il a gagné. Donc une finale bien maîtrisée en 1 heure. Donc c'est un peu une belle génération, parce que là, quand même 4 Français en demi-finale, ça prouve que le tennis français va peut-être pas si mal. Voilà. Vous me voyez venir. Quand les Français gagnent le double senior, on va en parler tout à l'heure, ça sera mon coup de cœur moi de la semaine, j'en ferai rarement, mais ça sera celui-là. Gagne le double chez les juniors, gagne le simple chez les juniors hommes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, c'est maintenant, c'est la génération là où on a déjà vu, désolé de me faire l'avocat du diable, mais on en a déjà vu des jeunes remporter les catégories les tournois de jeunes et ne strictement rien faire chez les pros. C'est pas mon fils qui a gagné, je crois, un jeune là, je crois, à Roland Garros. J'avais lu ça, je crois. Même Hugo Gaston qu'on a reçu en début d'année, qui avait remporté donc les JO de la jeunesse en Argentine, si je dis pas de bêtises. Il y a 2 ans, 3 ans.
Donc, bon. C'est quoi qui fait qu'ils n'y arrivent pas en pro, là, messieurs? Bah après, là, on parle de les 4 joueurs, ils ont 16-17 ans, donc eux, franchement, ils ont le temps. Et déjà, Arthur Fils, il a fait les qualifications seniors. Il a gagné le premier tour face à Bernard Tomic, qui est plus trop un joueur de tennis, mais voilà, qui était calme. Ouais, c'est un nom. Et donc voilà, donc il a perdu le deuxième tour, il a enchaîné, il a fait tout un tournoi en double, qu'il a gagné. Il arrive en finale du simple. Et lui, on sent vraiment qu'il y a une vraie marge de progression. Donc voilà, il y a juste à attendre 2-3 ans et peut-être qu'on les verra en senior. Et moi, mon coup de cœur, le tennis, c'est un sport présenté comme individuel parce que ça l'est, mais il y a un sport d'équipe aussi dans le tennis, c'est le double. Et je voulais saluer la performance d'Herbert et de Mahut parce qu'ils ont gagné leur 5e Grand Chelem. Ils ont gagné un Grand Chelem partout. 2 fois Roland Garros, une fois Wimbledon, une fois l'US Open, une fois l'Open d'Australie. Ils ont gagné la Coupe Davis en 2017. Ils ont gagné le Master en double. Il leur manque que les Jeux Olympiques. Alors oui, moi le premier, tous autour de la table, Lucas, Mehdi, Vincent, on tape sur les doigts des Français. Mais attention, il y en a qui marchent dans le même circuit, le circuit professionnel, le circuit senior professionnel, le circuit en double où il y a beaucoup de concurrence. Faut pas croire que c'est facile. Non, il y a des paires, faut se lever tôt, comme on dit pour les battre. Donc voilà, c'est tout noir du côté du simple. Mais attention, parce qu'on parlait de Desson tout à l'heure, il y a le soleil chez le double, sans mauvais jeu de mots. Et j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus dans les médias. Nous, on essaye de le faire et tout, mais Mahut et Herbert, ils performent. Ils ont tout gagné en double, tout gagné sans exception. Si, la seule exception, c'est les JO. Ils sont ultra favoris, bien évidemment, pour les JO cet été, sachant que Mahut a 38-39 ans, donc autant vous dire que ce sont les derniers. Mais voilà, il y a de très grosses performances dans le tennis français senior. Pas en simple, c'est sûr que c'est pas le plus médiatisé, c'est pas celui qui fait le plus rêver, on est d'accord. Mais par contre, ils sont là pour gagner et puis mettre le drapeau français. Des Français ont gagné à Roland Garros en double senior, en double junior et en simple junior. Donc voilà, les Français sont quand même là à Roland Garros. Là, il y a eu une bonne ambiance aussi ce week-end, c'est au rugby. Attention, le préfet ne sera pas d'accord, mais on va pas rentrer dans la politique parce que nous, c'est pas une émission de politique, bien évidemment. Mais ça va être en lien entre votre coup de cœur, Maxime Brossard, et votre coup de bilan, voilà, pour vous, Kevin Carrière. Je ferai la passe à Kevin. Je commence par le derby, l'énorme derby basque entre Biarritz et Bayonne. Il est devenu légendaire celui-là. Si vous l'avez vu, c'était le 112e derby de l'histoire entre les deux clubs, devant normalement 5000 personnes. Il y en avait 45 000 en fait. Et du coup, victoire de Biarritz au tir au but. Vous avez bien entendu, au tir au but. Dans le rugby. C'est simple, je vous résume le match. Première mi-temps en 3 partout. Fin du match 3 partout. Prolongation 6 partout. Fin de la prolongation 6 partout. Tir au but 6-5 pour Biarritz avec une pénalité, un coup de pied de la victoire qui a été passé par une 3e ligne. Stéphane Armitage, voilà. Face au poteau, 22 mètres, il a posé son triple champion d'Europe avec Toulon. Et oui, il n'a pas tremblé. Voilà, et donc c'est magnifique. C'est vraiment l'histoire, la belle histoire, et on s'en souviendra très longtemps. Biarritz qui revient en top 14 7 ans après. Coraline. Et Armitage qui était passé par la section paloise où il s'entraînait justement à taper au pied. C'est un stoy qui lui a à la tout section paloise. Elle nous fait une sureda. C'est ça. Mais c'est plus glamour quand même. Coupez le micro à Marek. Non, mais c'était. Alors, c'est sûr que si la personne n'aime pas le rugby, c'était un match. Passez-moi l'expression, désolé chers auditeurs, c'était du combat. C'était un match de merde c'était la guerre, dans le jeu, voilà, mais par contre ça castagnait bien comme il faut. Par contre, au niveau suspense et tout, on a tout eu. Après, au niveau réalisme, même dans l'ambiance, on a tout eu. Au niveau réalisme, c'était impossible que les équipes puissent marquer parce qu'au bout de 5 minutes de jeu, il y avait une telle intensité que les joueurs avaient déjà les mains sur les genoux. Je me suis dit, mais comment ils vont finir ? Ça va être Shaun of the Dead, quoi, les zombies qui vont marcher sur le terrain. Et puis finalement, ça a tenu, ils s'y sont filés sur la gueule tout le match, et puis après il y a eu ce final. J'étais heureux en fait d'avoir pu assister à ce moment-là, même si j'étais rien que devant ma télé. Je pense que c'est un truc que je pourrais raconter plus tard, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que même moi qui suis pas spécialement fan de rugby, je le regarde le rugby, je l'apprécie, j'ai pas peur de le dire, je l'ai apprécié, et j'ai commencé à l'apprécier grâce à vous, Maxime, mais c'est vrai que j'ai conscience bizarrement, je sais pas vous messieurs, d'avoir assisté quand même à un truc où on va en parler dans 20 ans, on va en parler dans 30 ans, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le rugby, ce Biarritz-Bayonne, il restera dans l'histoire, Marek. Ça fera date, c'est sûr. Moi, j'ai visionné cette séance de tir au but, donc, et c'était incroyable cette tension
qui était palpable, quoi. Et puis cet envahissement de la pelouse, tout. On a dit qu'on n'en parlerait pas, mais c'était vraiment, c'était un match de pure tension. Mais c'est des vrais moments de sport. On parlera pas de ce qu'a dit le préfet derrière. Non. On n'en parle pas. Non, mais c'est des vrais moments de sport qui sont faits de tension, et donc c'est pour ça. Même si le match, sportivement parlant, était pas spécialement beau, c'était quand même regardable parce qu'il y avait toute cet aspect théâtral, en fait. Et Kevin, il y a le derby en plus qui fait que, c'est-à-dire que si c'était un Pau Bayonne, ça aurait été fantastique, mais là le fait que ce soit un derby, l'un des plus gros derbys, je parle sous votre contrôle, le derby, Maxime, c'est le derby, c'est le gros derby du rugby français. Ah ouais. C'est ça qui rend le truc presque fantastique encore. Ouais, c'est ça, c'est la physionomie du match, les tribunes pleines. Bon, ça c'est pas normal, mais c'était incroyable à vivre. C'était une ambiance de folie, des supporters bâillonnés en bas qui criaient sur le premier essai qui a finalement été annulé. Et au final, c'est les Blaireaux qui sautent de joie. Enfin, c'était incroyable. Enfin, c'était incroyable. Voilà. Mais Mehdi sera avec nous par téléphone pour le débat. Et lui, entre lui, le TFC qui monte pas et Bayonne qui descend. Il a une belle saison. Je pense qu'on sait pourquoi il n'est pas là. Il aime pas les access petit point Euro 2020. Le premier carton rouge de la compétition vient d'arriver. Il est pour le Polonais, l'ancien Rémois et l'ancien Parisien Krychowiak, qui vient de prendre un deuxième carton jaune. Donc la Pologne est réduite à 10 pour la dernière demi-heure. Il y a un partout et il reste une demi-heure. Et juste là, pour les tirs au but, est-ce que ce serait pas mieux on repart sur le rugby, pardon. Ouais, c'est ça. Est-ce que ce serait pas mieux comme il y a 5 tireurs qui tirent en coin pour pas que ce soit juste la pression. Ce que je pensais, ce qui serait pas mal, c'est en drop. Mettre un gardien. En drop. En drop, En drop, c'est nettement plus dur. Il y a pas tout le monde ne sait pas tirer des drops, vraiment, je vous assure. Il y en a qui tirent. Jean Sureda, par exemple, il est pas mal quand il tire les pénalités, mais vous lui faites faire un drop, on dirait un ballon de baudruche, quoi. Ouais, c'est une bille. Il est percé, ça passe. Parce que j'ai l'impression que si Aymeric Luc n'avait pas cédé à la pression, parce que je pense il peut la mettre tous les jours, mais on peut en avoir 25 en fait des mecs. Mais quand ça a été le Cardiff, la finale de Coupe d'Europe, la demi, la finale, je sais plus. On va dire Cardiff Ospreys ou Cardiff Newcastle, je me souviens plus. Qui s'était terminé au tir au but, c'était incroyable, je crois. Il y avait eu 16 à 15 ou 16 à 17, c'était monstrueux. Et en fait, t'attends qu'un pilier rate. C'est ça. Tout. C'est pour ça que je trouve ça pas super. Mais bon. Biarritz, comme l'a dit Maxime, qui retrouve le top 14 pour la première fois depuis 7 ans et l'année prochaine essaiera d'accéder aux barrages. Alors, pas les barrages pour la Pro D2, mais les barrages pour le titre de champion de France. On va en parler avec vous tout de suite. Il y a eu les barrages ce week-end et il y aura les demi-finales le week-end prochain avec le Stade Toulousain, Kevin. Ouais, c'est ça. Donc très court, en 2 minutes. Ouais, les barrages ils ont commencé vendredi et puis voilà, au bout de 15 minutes, le premier match était plié. Racing qui a totalement déroulé. Enfin, je dirais qu'il n'y avait pas de défense en face et pourtant Paris a plutôt bien réagi. Ils ont fait preuve de caractère parce qu'ils sont revenus. Bon, ils perdaient de, je crois, 25 à 7 à la mi-temps. Il y a eu 38-21, une petite réaction parisienne qui peut être fière de leur saison puisqu'ils vont au Champions Cup. C'était peut-être pas l'objectif il y a 2 mois, donc une très belle saison. Et après le match un peu plus serré samedi soir, Bordeaux-Clermont. Une bonne entame de Clermont, mais au final à l'image de leur saison qui n'y arrive pas à finir le match. Et l'UBB très propre, Jalibert qui fait du 7 sur 8 je crois au pied, donc il y a l'UBB qui s'impose 25 à 16, donc des demi-finales méritées, les 4 meilleures équipes sont au rendez-vous, le Stade Toulousain qui recevra l'UBB, qui affrontera l'UBB à Lille et La Rochelle qui affrontera le Racing, donc celle-là ça va être très serré je pense. Oui, la finale rêvée, la finale qui nous attire tous. La revanche. La revanche, Toulouse-La Rochelle. Moi je vois Toulouse-Racing. Oui, après moi je pense que le Racing sur le papier ce sont les 2 meilleures équipes. C'est Toulouse-Racing. Ça sera Toulouse-Racing, mais moi je pense le mieux. Mais c'est vrai que le Racing-La Rochelle ils sont très bons. À vendre un La Rochelle-Toulouse 2, ça serait énorme. On en parlera lundi prochain. Les demi-finales c'est vendredi et samedi soir chez nos confrères de Canal+. On peut passer au Zoom de la semaine. Le Zoom de la semaine est retour sur les paris de la semaine dernière. On avait parié sur l'Euro 2020. Turquie-Italie, Maxime. Victoire 1-0. Un but de la tête ou sur penalty et puis après du catenaccio, des tacles à hauteur de genou et ça va gagner, tranquille. Romain 1-2. Coraline. Match nul, 1 partout. Je donne 2-0 pour l'Italie. Kevin. 2-1 pour l'Italie. Et Marek. Non, moi aussi je suis Coraline sur le 1 partout. Score final 3-0 pour l'Italie. Vu que j'ai mis 2-0 et que je me rapproche le plus, c'est moi qui ai gagné. Logique, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin ? Ah non, c'est logique. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin ? Dites-moi Maxime, si on va par là aussi, il avait le 1-0, la Turquie qui marque pas. Donc. Le syndicalisme est interdit dans cette émission, sachez-le, Kevin. Donc, Kevin, c'est la dernière émission.
Je vous laisse faire le zoom, Jean. Très bien. Dans le zoom de la semaine avec vous, Kevin Carrère, on va parler bien évidemment. Alors on va en parler aussi sur le débat tout à l'heure, mais forcément on est obligé d'en parler. France-Allemagne, le premier match des Bleus dans l'Euro 2020, c'est demain à 21h sur M6 et beIN Sport. Ouais, c'est ça, c'est presque le premier gros choc de cette journée. Donc Allemagne-France qui aura lieu à Munich devant 14 000 spectateurs. Une confrontation qui a tourné récemment en faveur de l'équipe de France depuis la dernière défaite en quart de finale de la Coupe du Monde de 2014 où la France avait perdu 1-0, puisque la France a gagné les 3 derniers matchs, donc une victoire 2-1 en Ligue des Nations et bien sûr la victoire 2-0 à l'Euro 2016, et puis 2 matchs nuls en Ligue des Nations et en amical. Et donc l'Allemagne reste sur une Coupe du Monde très décevante puisqu'il n'était même pas sorti des poules, finissant derrière la Corée du Sud, le Mexique et la Suède. Donc on sent une équipe qui est un peu en fin de cycle à l'image de son entraîneur qui va quitter la sélection à la fin de cet Euro. Et puis il y a peu, ils ont été humiliés par l'Espagne 6-0 il y a 6 mois. Et voilà, donc c'est quand même une équipe qui devrait être en forme puisqu'ils seront portés par 3 joueurs vainqueurs de la Champions League, Rüdiger, Havertz et Werner, le tout accompagné d'un milieu monstrueux avec Kroos, Kimmich, Gundogan, Müller, etc. Et donc de son côté, la France arrivait vraiment en confiance, renforcée par le retour de Karim Benzema qui devrait être présent malgré sa béquille reçue au dernier match. Oui. Et puis la France est plutôt bien préparée, 2 victoires 3-0, des automatismes qui se mettent en place, un 4-4-2 qui a l'air de plutôt bien fonctionner avec les 3 devant. Donc voilà, la seule interrogation c'est peut-être qui accompagnera Kanté et Pogba au milieu, soit Tolisso, soit Rabiot, donc on verra. Voilà, donc c'est un match très important parce que dans la poule il y a le Portugal et puis la Hongrie. Voilà. C'est incroyable ce France-Allemagne parce que au-delà de la proximité des deux pays, de l'histoire de ces deux pays, c'est toujours un match particulier, le France-Allemagne. Mais c'est que ce France-Allemagne aujourd'hui, il est plus que particulier. Pourquoi ? Parce que il y a 3 joueurs de Chelsea de chaque côté, donc 3 champions d'Europe de chaque côté. Il y a 4 joueurs du Bayern Munich en équipe de France qui sont Lucas Hernandez, Pavard, Tolisso et Coman. Il y en a autant quasiment, voire un petit peu plus du côté du Bayern. Ils se connaissent quasiment tous. Il y a Mbappé et Kipembe qui ont joué à Munich il n'y a pas longtemps contre le Bayern. Enfin, c'est vrai que ce France-Allemagne est quand même vraiment... et but de la Slovaquie. Voilà. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le but de la Slovaquie à la 68e minute. Mais ce France-Allemagne, il est vraiment quand même particulier. On va en parler tout à l'heure. On va passer au pronostic. France-Allemagne, c'est dans cet ordre. France-Allemagne, Coraline. 2-1. 2-1, ça vous me faites plaisir. Romain. 2-1. Ça vous me fait plaisir. Bon, pardon. Non, je rigole. Marek. 3-1. Kevin. 3-0. Ah oui, mais vous restez dans l'émission, Kevin. Vous restez dans l'émission. Maxime. Je vais mettre 2-0, juste personne à la ligne. Eh ben, c'est ce que j'avais noté, moi. 2-0 aussi. Ah bah ouais. Voilà, on peut passer à la question du jour. Sportez-vous bien ? La question du jour. C'est un super but des Slovaques, hein. C'est un contrôle, reprise de volée, retournée. Arrêtez. C'est entre ça et le lob de 50 mètres improbable, moi j'arrête de parier. Ah oui, parce que on est sur Scorecast, l'application gratuite de Paris, et Maxime est déjà dégoûté. Une question, 4 minutes pour y répondre. La question elle est très simple, ça va aller très vite, c'est juste pour histoire un petit peu d'en parler. Voilà, on va en parler. Que s'est-il passé à l'Euro 1976 pour la première fois ? Pourquoi vous soupirez, Kevin ? Est-ce qu'il y a une mascotte ? Non, je l'ai pas. C'était la dernière fois, ça. Alors, que s'est-il passé ? Alors, il y a 2 trucs qui se sont passés et les 2 sont en lien. 2 choses du même Euro ? Est-ce que c'était en lien avec l'équipe de France ? Non. Non, c'était en lien avec l'Allemagne. C'était une grosse époque. C'est en lien avec l'Allemagne. 76, c'est la réunification. Ils étaient pas. RFA, RDA, mais non, puisque c'est qui gagne la Coupe s'arrête en 91. C'est qui gagne la Coupe du Monde 74 ? C'est les Allemands. C'est la RFA. Ce sont les Allemands. C'est la RFA. Donc c'est la grande époque. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que la RDA a gagné ? Je sais plus. Ah non, je sais pas. Donc on est à l'Euro de 1966. Oui. Que s'est-il passé ? Pour la première fois. Le premier France-Allemagne, le premier France. Non, du tout. C'est en lien avec l'Allemagne. Il n'y a pas que l'Allemagne. Ah ouais, d'accord. Et d'ailleurs, le truc première fois là, c'est pas un Allemand. C'est par rapport à un buteur, c'est par rapport à un buteur, oui, qui est dans la légende aujourd'hui. Gerd Müller ? Non. C'est pas un Allemand. C'est pas un Allemand. Wow. Vous jouez Romain et Coraline. Qu'est-ce qu'il y a, Romain ? Panenka, non ? Non, c'était pas en 60. Mais super, mais c'est ça. Bravo Romain. Mais voilà Romain, il faut parler. C'est la première séance de tir au but de l'histoire. Ah ouais, d'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a match nul de partout entre la RFA et la Tchécoslovaquie à l'époque. Ouais. Le match doit être joué 2 jours plus tard à l'époque.
Or, à la demande des deux équipes, l'UEFA change le règlement et accepte une séance de tir au but. Petite cause, grande conséquence, puisque cette finale de l'Euro 2016, un joueur de 27 ans, un certain Antonin Panenka, alors joueur de Prague, entre dans l'histoire en piquant son ballon plein axe, un geste qui fait fantasmer aujourd'hui donc les plus grands noms, mais c'est très bonne réponse de la part de Romain. Il a fallu attendre le 14 juin de la 3e année pour trouver une bonne réponse. Il est jamais trop tard. Mais faites-vous confiance, Romain, vous avez trouvé la bonne réponse. Donc voilà, c'était l'histoire d'en parler. Et la plus mythique, bien évidemment, celle de Zidane en 2006. finale de la Coupe du Monde de 2006 en finale. Ouais. Et il y a celle aussi de Landreau en 2004. Il y a Pirlo aussi. Il y a Pirlo contre Sochaux. Pirlo, il en avait fait une. Pirlo contre l'Angleterre face à Joe Hart en 2012. L'Euro 2012, la séance de tir au but, c'est vrai. C'est vrai. Et c'était l'Italie. Bah oui, ils vont en finale. Donc c'était l'Italie qui s'était qualifiée. Ça marche que chez les pros, j'ai remarqué, les Panenka. Parce que si vous le faites chez les amateurs, comme on tire comme des chèvres, il plonge pas. Le mec plonge pas en fait. Quoi, ouais. donc, moi je vous le fais. Je vous le fais sans problème. De quoi, la Panenka? Mais bien évidemment. Ouais, mais le mec va pas bouger parce que. mais ça, c'est juste que vous savez pas faire. Il faut tirer un énorme missile, quoi. C'est un geste technique. Ouais, mais généralement, on sait qu'en amateur, les types en face, même s'ils tirent fort, on arrive à voir où va partir la balle à peu près, quoi. C'est vrai. Tandis qu'en pro, le mec qui regarde à gauche, il tire à droite à 180 km/h, tu peux rien faire, quoi. On verra ça tout à l'heure, on verra ça ce week-end. Nous, on se retrouve dans moins de 3 minutes avec notre invité Sofiane Oumia tout à l'heure. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invité est originaire de Toulouse. Il est évident de dire que Sofiane Oumia porte bien haut le drapeau de la France dans le monde, vice-champion olympique en 2016, champion du monde en 2017. Le Toulousain va à Tokyo en qualité de capitaine pour prendre l'or, bien évidemment. Et juste avant, il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Sofiane, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous quasiment en direct. On va le dire aux auditeurs. Il est 17h30. On est bien le lundi 14 juin, mais il est 17h30 parce qu'avec le planning et votre agenda bien chargé, vous nous faites le plaisir d'être avec nous dans l'émission. Vous vous êtes qualifié pour les Jeux Olympiques la semaine dernière. On imagine que c'est un grand soulagement, non ? C'est ça, ouais. Vraiment un ouf de soulagement, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est vrai que ça fait 1 an avec la problématique du Covid, etc. Ben, c'est le stress, l'adrénaline qui part, on va dire. Et puis un soulagement pour se dire allez, maintenant focus sur les jeux, parce que aussi les jeux arrivent très vite, on n'a pas le temps réellement de savourer la chose, parce que Tokyo c'est dans moins de 1 mois et demi maintenant. Est-ce qu'on passe dans tous les états entre le Covid, de se dire qu'on n'est pas qualifié encore, c'est un bon entraînement pour le stress, ça, non? Ouais, on va dire ça comme ça, mais bon, des fois c'est vrai que c'est vraiment stressant parce que on n'attend que ça, on consacre nos vies pour ça. Et là, on se dit, allez, on y est. 1 an plus tard, quand tu regardes en arrière, je te dis, il y a 1 an, on m'a stoppé juste avant le tournoi de qualif, justement, juste avant mon combat de qualif. Et quand j'y étais, je me suis remémoré justement cette chose-là pour me booster, on va dire, pour aller maintenant, on y est. On a attendu ce moment-là pendant un certain temps, donc c'est le moment, on va dire, de briller. Comme vous venez de le dire, il y en a, ils sont qualifiés, alors dans tous les sports différents, mais il y en a, ils sont qualifiés depuis 1 an, avant le Covid, depuis le mois de mars dernier. Vous, c'est seulement depuis quelques jours et c'est quelques semaines avant les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a c'est un problème dans la préparation, ça, ou pas du tout? Non, honnêtement, non, pas du tout. On va dire ça, je garde la préparation et ça te bien. C'est vrai que si je m'aurais été qualifié peut-être 1 an en avant, j'aurais pu un peu, on va dire, me reposer sur mes lauriers, me dire que ça, je suis qualifié, je suis pépère, etc. Donc, alors que là, tu es obligé de rester focus parce que tout le monde veut aller au jeu. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui veut aller, donc les places sont précieuses. Et comme je dis encore, se qualifier, c'est mieux que les gens. Comment va se préparer la préparation? Autrement dit, quel est le programme jusqu'à Tokyo? Là, le programme, ça va. Après le tournoi de qualif, je suis rentré un peu à la maison, on va dire, pour profiter des miens. Et là, on repart, on enchaîne en fait. Justement, on n'a pas le temps de se reposer parce que on part au Japon normalement le 8 juillet. Donc là, c'est vraiment des stages qui sont. On a un stage qui est prévu normalement à l'étranger d'ici la semaine prochaine. Je crois que c'est en Italie, mais je suis pas encore sûr. Et après, c'est beaucoup d'enseignement à l'INSEP à Paris et le décollage qui est prévu pour le 8 juillet. Quand on est vice-champion olympique, bon, ça fait 5 ans, mais le palmarès, il est là. Quand on est champion du monde en 2017, on est forcément attendu. Comment on fait abstraction de tout ça au quotidien? Et puis surtout, voilà, quand on va arriver au JO, on va se dire, attention, c'est Sofiane Oumia, il faut faire attention, quoi. Ouais, forcément. C'est vrai qu'avant, on va dire, j'étais un peu l'outsider.
dans le sens où j'arrivais, on me connaissait pas trop. Donc là, c'est pas une pression en plus, mais je suis attendu. Que ce soit par les adversaires ou en général aussi. Hein. C'est vrai que le public attend aussi de moi que je fasse une médaille, entre guillemets. On va dire, c'est pas la logique, mais c'est normal, quoi. Quand on a fait vice-champion olympique, on s'attend à essayer de faire mieux, à prétendre de faire mieux, mais c'est vraiment positif pour moi. Autre pression, enfin sûrement bonne pression, c'est que vous êtes le capitaine de l'équipe de France de boxe pour ces JO. Ça aussi, ça booste ou ça peut couper les jambes? Comment on prend ce message? C'est une marque de confiance d'ailleurs en plus. Ouais, c'est une marque de confiance et puis même on va dire c'est valorisant et puis c'est aussi une fierté pour moi de se dire ça, de se dire que je suis capitaine et puis même on va dire que j'ai cette expérience, ce recul justement pour essayer parce que c'est physique on va dire la boxe mais c'est aussi mental. Comment se préparer, comment essayer de pas subir la pression et de savoir la gérer correctement. Quel est le message du capitaine là pour les JO? Vous y avez déjà pensé là au message de votre équipe à votre équipe de France ou c'est encore trop tôt? Là, on vous laisse un petit peu de repos et la préparation. Bah ouais, après non, là c'est le message perso, c'est après je pense que tout type de sportif, en tout cas pour nous les boxeurs et boxeuses et d'autres athlètes, aller au jeu, c'est pas, en tout cas pour moi en tant que compétiteur, c'est pas la finalité de la chose. C'est vrai que tout le monde rêve d'aller au jeu, tout le monde rêve de faire une médaille. Mais combien ça donne les moyens de la faire justement cette médaille et aujourd'hui c'est surtout kiffer, ramener une médaille, ça sera beaucoup mieux et justement se donner les moyens de réussir pour pouvoir pas dire j'ai été au jeu mais dire j'ai ramené une médaille des jeux. Question d'un chroniqueur, Maxime Brossard. Oui, bonjour Sofiane. Alors moi j'avais une question par rapport tout simplement à l'équipe de boxe, à la délégation française de boxe. La barre a été mise assez haut au dernier JO avec, je crois que la boxe avait été un des plus gros pourvoyeurs de médailles pour la France. C'était le plus gros. C'était le plus gros, ouais, c'est ça. Avec la fameuse team solide si je dis pas de bêtises. Et là, ce coup-ci, la barre a été placée haute. Est-ce que vous n'avez pas trop la pression, même s'il y a quand même des garanties? Je pense, il y a vous déjà, il y a Aliyev aussi, notamment. Je peux noter aussi Benama, votre voisin, entre guillemets, le Blagnaquais. Il y a des beaux noms, là. Vous y allez plutôt confiant, donc, pour cette Olympiade. Là, je parle en termes d'équipe. L'équipe, ouais. Après, c'est vrai que malheureusement, on n'a pas réussi à qualifier le nombre qu'on voulait, je pense, avec le staff et même moi-même. Hein. Mais c'est vrai que on n'a rien envié aux autres pays et c'est vrai qu'avec aussi Samuel Kistori, 4 ans, mais Maïva Amadou chez les femmes, je pense que nous, on n'a rien à envier, on est confiant, on va dire. Après, il faudra rien négliger là-bas parce que c'est vrai que on a beau avoir battu par exemple quelqu'un à un tournoi, cette personne-là, ce ne sera pas la même. Parce que c'est pas le même, le même tournoi, c'est pas le même enjeu, c'est les jeux. Et les jeux, tout le monde a l'écrou, on aura beau dire ce qu'on veut, c'est comme ça, tout le monde veut faire sa médaille. Mais je pense que, alors d'aujourd'hui, l'équipe, elle est confiante et je pense qu'elle a des potentiels de médailles. J'espère le plus possible parce qu'il y a aussi Samuel Kistori, chez les moins de 57, qui performe. Mais donc, voilà, aujourd'hui, on est confiant. On sait qu'il faut encore travailler. Mais honnêtement, j'espère amener le plus de médailles de Tokyo. Pour terminer, Sofiane, les JO, c'est réservé entre guillemets aux amateurs. Alors même si j'aime pas ce nom parce que quelqu'un qui ne gagne pas d'argent n'est pas considéré comme professionnel, mais il travaille toute la semaine pour ça. Vous, ça va être la dernière étape avant de passer chez les pros officiellement ou pas du tout? Non, pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau système qui permet justement aux professionnels de revenir pour les jeux. Ah, c'est cool. Donc les pros ont l'autorisation de revenir pour la boxe amateur, même si moi non plus j'aime pas ce terme-là. Mais oui, je pense qu'après le jeu, je passerai chez les professionnels. Je tenterai ma chance dans la continuité pour moi de pouvoir voir ce que je donne, on va dire, chez les pros. Hein. Même si j'ai confiance en ma boxe, mais après Paris 2024, c'est dans 3 ans aussi, donc c'est dans un coin de ma tête aussi parce que, comme j'ai dit, les pros pourront revenir pour la boxe olympique. Et pourquoi pas être de la partie pour aussi 2024. Et par rapport à vos débuts en pro, il me semble qu'il y avait eu un événement, vous deviez débuter, non? C'est bien ça, en mars 2021 et ça avait été reporté, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, malheureusement, ouais. J'ai boxé en mars, mais
Covid oblige, malheureusement, encore une fois, il passe par là. Du coup, il m'a laissé un peu sur le banc de touche. Mais c'est pas grave. Franchement, j'ai appris que ce soit dans la vie ou dans le sport, faut être patient. Et comme je dis à chaque fois, mon tour viendra, donc je patiente. Et je pense que ça sera pour après les Jeux, en espérant revenir des Jeux avec la plus belle des médailles, parce que l'objectif de cette année reste quand même les Jeux de Tokyo. C'est tout le mal que l'on vous souhaite, Sofiane. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien, et nous on peut passer au débat de la semaine. Sportez-vous bien. Le débat. L'Euro a débuté vendredi avec la victoire de l'Italie contre la Turquie, le champion du monde 2014 contre le champion du monde 2018. C'est le choc du premier tour, et au-delà d'un choc sportif, les France-Allemagne sont toujours particuliers. Les deux équipes ont l'occasion demain soir d'envoyer un petit message aux autres équipes. D'ailleurs, messieurs, vous attendez qui demain, la France ou l'Allemagne ? Et avant de répondre à cette question, deux choses. La première, on va accueillir un chroniqueur par téléphone, Mehdi Guenot. Bonsoir Mehdi. Bonsoir à tous. Salut Mehdi. Comment ça va ? Et ça va, très bien, très bien. La forme, vous êtes pas en studio pour les auditeurs, on va l'expliquer, parce que le TFC qui monte pas et Bayonne qui descend, ou voilà, au fond du lit quoi. Ça m'a mis un gros fait au moral, et je pense que je sortirai pas jusqu'au mois de septembre là. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc Mehdi n'est pas là, ça c'est bien, je le note. Donc voilà, bon, j'imagine que vous avez suivi l'actualité, on va en parler tout ça tout de suite. Avant de passer sur le France-Allemagne. Donc la première, c'était d'accueillir le chroniqueur. La deuxième, c'est bien évidemment, messieurs, un petit coup de projecteur général sur cet Euro. Je me tourne vers vous, sans trahir de secret aux auditeurs, parce qu'on en a parlé un petit peu avant l'émission. Vers vous, Marek Keita, vous, le début de l'Euro là depuis vendredi, il vous plaît bien cet Euro 2020 ? Écoutez, oui, j'ai trouvé que cette mise en bouche avec l'Italie, que pourtant je décriais la semaine dernière, on a eu une bonne entame de tournoi avec une Turquie un peu décevante, mais enfin je trouve que les matchs sont forts en intensité. Le retour du public se fait vraiment sentir. Ça, c'est vraiment un point que peut-être, je ne sais pas si on en parle beaucoup dans tous les observateurs, nos collègues journalistes, mais je trouve que vraiment, il y a une vraie différence. On est à environ à peu près 16 000 spectateurs par match, et on sent vraiment cette énergie supplémentaire qu'apporte le public. Et donc, moi, cet Euro, je le vis vraiment bien. Voilà, ces premiers matchs, même des petits matchs, entre guillemets, Autriche-Macédoine hier, Macédoine qui fait son entrée dans la compétition en faisant une mini surprise, ne serait-ce qu'en inscrivant un but. Rappelons le score. Un super but, ils ont perdu 2-1, mais un but super but la construction. Non, mais c'est impressionnant. C'est étonnant quoi, de voir ça avec des joueurs. C'est Pandev, je crois, une espèce de fossile de la Serie A qui représente un peu cette équipe de Macédoine du Nord. Moi, je trouve que c'est un bon Euro, une très bonne mise en bouche, et j'ai hâte de la suite. Mehdi. Je remarque que Marek Keita nous a fait une Marek Keita, c'est-à-dire qu'il décriait l'Italie, donc ça veut dire que l'Italie va aller au bout. Et on parlera pas du résultat de l'Écosse non plus. J'avais parlé de l'Écosse. Mehdi, vous partagez cet avis, vous le début de l'Euro est bien. Est-ce que l'arrivée du public, le retour plutôt du public aide le niveau ? Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que par rapport au niveau d'un Euro habituel, c'est-à-dire que ces compétitions internationales sont quand même en dessous des compétitions de clubs, parce que les compétitions de clubs, les gars sont tout le temps ensemble, c'est vraiment les meilleurs, etc. Et effectivement, moi aussi, je trouve que par rapport aux derniers Euros, les souvenirs que j'avais, encore plus qu'une Coupe du Monde, puisqu'il y a de plus faibles équipes, mais c'est pas si mal que ça. Alors voilà, on voit que les équipes, par contre, ça se repose beaucoup sur leurs individualités. Hein. On a vu l'Angleterre notamment, l'Italie, les Pays-Bas hier. Voilà, collectivement, c'est pas encore 100% rosé, mais c'est pas mal. Mais effectivement, ce qu'on remarque le plus, c'est le retour du public. Hier soir, le stade orange, mais c'est du pur bonheur. Rien que de voir ça, on a l'impression que ça existait plus. Et ça c'est le point positif de l'Euro, évidemment. Ouais. Bon, Maxime, à part les résultats, parce que comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, on est sur Scorecast et un site de Paris où vous êtes pas bon. J'avais bien commencé, mais au-delà de ça, vous trouvez que vous suivez le foot un peu plus, un peu plus, comment dire, un peu plus de loin, un peu plus de loin que nous. Vous le trouvez comment, vous, ce début d'Euro ? J'ai été agréablement surpris parce que je pensais justement que le fait que ce soit disséminé un peu aux quatre coins de l'Europe, il n'y ait pas un réel engouement, et puis en fait on se rend compte que si, finalement il y a du monde dans les stades.
Bon, ça fait du bien aussi de entendre la foule interagir avec ce qui se passe sur le terrain. Et puis, même au niveau du jeu, effectivement, c'est vrai que collectivement, c'est pas rodé. Mais par contre, je trouve ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un peu cette intensité. Et c'est quelquefois, c'est peut-être un peu maladroit des fois, mais on sent que les mecs ont envie. Et enfin, moi, c'est ce qui me plaît, quoi. Ils mouillent le maillot. Et puis, je trouve que il y a des rebondissements. Même hier, quand l'Autriche a gagné, la Macédoine a bien failli faire renverser la vapeur. Hein, donc c'était pas gagné d'avance. Hein, donc voilà, honnêtement, je me surprends à regarder Autriche-Macédoine. C'est pour vous dire. Donc, oui, mais parce qu'il y avait la finale de Roland Garros en même temps. Mehdi. Non, mais par contre, on verra à la longue. C'est long déplacement, 7 euros disséminés. À mon avis, c'est une fausse bonne idée. C'était une fausse bonne idée de vouloir la donner à tout le monde, encore plus dans le contexte Covid et des déplacements parfois à bas coût. Ouais, voilà, à bas coût en plus, parfois compliqué. À mon avis, pour l'instant, ça plaît puisqu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent à domicile. Malheureusement, pas la France. Bravo, Monsieur Le Gret. Mais voilà. À mon avis, nous, en tant que Français, par exemple, on devrait gueuler de jouer en Hongrie, de jouer en Allemagne, d'aller jouer ces équipes-là à domicile. C'est pas forcément un avantage pour nous. Je vous rappelle qu'on a accueilli l'Euro 2016 juste avant. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas l'Euro. Non, c'est pas ça. L'Allemagne aura l'Euro 2024 et ils ont des matchs. Oui, mais voilà. au moment où l'Allemagne a les 2 matchs de l'Euro, on sait pas que c'est en Allemagne en 2024. Je sais même pas quand est-ce que ça a été, mais bon, c'était l'année dernière, il y a 2 ans. Derrière, donc voilà, c'est quand même. Moyen. La Russie, on savait, Coupe du Monde 2018, et là, ils ont encore des matchs à domicile. Bon, c'est FIFA, un peu étonnant UEFA. de la part de la France. Ouais, c'est quand même étonnant de la part de la France de ne pas avoir. C'était Lyon d'ailleurs qui devait être choisi si on devait jouer à domicile. Et c'est quand même étonnant de ne pas avoir des matchs en France sur un Euro comme ça, quoi. On fait partie des grosses nations. Bon. Et bon, on va faire avec, on ira au bout quand même, j'espère. On jouera à l'extérieur 2 fois et la première fois ce sera demain. Ce sera demain, messieurs, on va en parler tout de suite, hein, ce France-Allemagne. On parlait du retour du public, il y a à peu près 15 000 personnes attendues demain dans un stade qui en fait 65 000, 70 000 je crois, l'Allianz Arena, quelque chose comme ça. 2500 Français seront attendus à Munich, donc ça aussi c'est une bonne nouvelle je pense pour les joueurs de l'équipe de France. Je reprends ma question pour le lancement du débat. Vous attendez qui demain ? La France en qualité de championne du monde, en qualité de vice-championne d'Europe, avec tout ce qu'on dit autour de cette équipe, ou l'Allemagne qui est en reconstruction, et parce qu'on est toujours curieux de voir les Allemands contre les Français, Kevin ? Clairement la France est favorite, donc moi j'attends la France qui doit montrer qu'elle est favorite, ce qu'elle dit depuis 2 semaines, que c'est peut-être la meilleure équipe du monde, qui est championne du monde en titre, donc voilà, c'est à la France d'envoyer directement un message, premier match, c'est le moment idéal, si déjà la France gagne, elle sera déjà qualifiée pour le prochain tour. En plus, et en gagnant l'Allemagne, ça envoie un message fort et ça montre que voilà, que ça se passe bien et qu'on est l'équipe, on est vraiment favori. Marek, vous êtes d'accord avec ça ? Le vainqueur envoie un message parce que même si l'Allemagne tape la France demain, on va commencer à prendre les Allemands au sérieux, quoi. J'y crois pas trop quand même. L'Allemagne qui tape la France, mais bien sûr on est l'équipe à abattre. On est l'équipe à abattre, non parce qu'on est les champions du monde, mais aussi parce que on a un regain aussi d'envie du fait que on est vice-champion d'Europe, donc il y a cette perdu à domicile, sur un scénario terrible. Il y a pas on va arriver avec, les Bleus vont arriver avec ce sentiment de revanche, pas ce sentiment de supériorité, on est champion du monde. Je pense qu'ils ont plus cette rage de se dire on a perdu chez nous en 2016. Et maintenant, c'est pour nous, quoi. Donc, ce France-Allemagne de demain, pour revenir au match en lui-même, moi, évidemment, la France favori, nous l'avons dit dans la question, dans les pronostics. On a déjà aussi, si on prend le parallèle des 2 équipes, on a une équipe qui est en fin de cycle avec un entraîneur vieillissant. Et à côté de ça, on a la meilleure équipe du monde. Hein. D'ailleurs, Mehdi, pour le pronostic, vous mettez quoi, France-Allemagne ? Un partout. Rabat-joie. Qu'est-ce que j'ai mis sur la feuille ? Qu'est-ce que j'ai mis sur la feuille, messieurs ? Vous pouvez le montrer à la caméra. Je le montre à la caméra. Mais Mehdi, vous le verrez. C'est-à-dire, au moment où je vous pose la question, j'écris Mehdi un partout. Je montre la feuille aux autres chroniqueurs. Laquelle, là-haut ? Je montre la feuille aux autres chroniqueurs et vous me dites un partout. J'en étais sûr parce que je vous connais par cœur. Mais justement, et ça tombe bien que vous donnez le score un partout. Si c'est un match nul, Mehdi, est-ce que c'est un bon ou un mauvais résultat ? Après, tout dépend du scénario, bien évidemment. Si on égalise à la 91e, ça va être un bon nul et inversement. Mais est-ce que là, comme ça, sur le papier, un match nul contre les Allemands en Allemagne, c'est un bon résultat ?
Je pense que oui, puisqu'on peut imaginer que un match nul contre l'Allemagne, une victoire contre la Hongrie, et ça assure la qualification de toute manière. Donc voilà, et puis de toute façon, un match nul en Allemagne, donc parce qu'ils sont chez eux en compétition officielle, même si c'est une équipe d'Allemagne qui, qui je considère a complètement raté sa transition après 2014, a voulu faire jouer beaucoup de jeunes et puis au final rappelle les vieux pour jouer cet Euro-là. Ça sera quand même un bon résultat de faire un match nul pour moi, même si je pense que la France est favorite. La France doit gagner pour se positionner dès maintenant, parce qu'après il peut y avoir, s'il y a défaite, il peut y avoir quelques doutes. Et Dieu sait que en 2002, ça nous a très rapidement mis au sac alors qu'on était rapidement favoris, alors qu'en 2000, c'est à contrario, on était dans les favoris aussi, on s'en est bien sorti. Donc il y a soit l'un soit l'autre. À voir s'il y a vraiment des tensions aussi. Il y a eu le débat avec ce qu'a dit Giroud en conférence de presse, etc. Mais voilà, on verra. J'espère que Deschamps tienne ça d'une main fer et que ça ira, quoi. Après comme l'a dit Marek, c'est-à-dire que l'équipe de France arrive à l'Euro sans être champion d'Europe. C'est-à-dire alors qu'en 2002, les Français arrivent, ils ont tout gagné. Oui. Donc ils ont fait le doublé, je pense que ça peut jouer. L'Allemagne, faut pas oublier quand même. Vous dites que la transition chez les jeunes a été mauvaise. Faut pas oublier qu'ils ont gagné. Alors vous allez me dire, je vous vois venir, hein, messieurs. Alors parenthèse, la Slovaquie c'est terminé, ils viennent de faire une surprise, ils viennent de battre la Pologne 2-1. Donc ça c'est fait. Mais pour revenir sur l'Allemagne, faut pas oublier que, alors vous allez me dire c'est une coupe gigot haricot, ça sert à rien. Avec les moins de 23 ans, ils ont gagné la Coupe des Confédérations en 2017, ce qui reste un trophée international. Un trophée international, pas de problème. Voilà, ils ont surtout gagné 2 des 3 derniers Euro Espoir, et ça c'est des compétitions qui comptent, puisque c'est des joueurs qui sont amenés pour pratiquement les moitiés d'équipe à chaque fois à jouer après avec Léa. Et ils fonctionnent plutôt bien là-dedans. Mais ils fonctionnent bien là-dedans parce qu'en fait, ils sont capables de créer de gros collectifs, mais sans individualité qui te font gagner, en fait. Et c'est ça le gros souci de l'Allemagne. Contrairement à l'Angleterre, par exemple, qui a des joueurs qui peuvent à tout moment te déclencher des frappes et t'amener au bout, un peu comme nous. Voilà, je pense que l'Allemagne n'a pas ces joueurs-là et ça sera peut-être une limite. Un peu à l'image de l'Euro 2016 de l'Italie, qui était peut-être l'équipe qui jouait la mieux, mais qui n'avait pas de joueurs qui pouvaient l'amener plus loin grâce à ses choix individuels. Donc au final, Mehdi, désolé de vous poser la question, mais bien jouer ne sert à rien si on gagne pas, on est d'accord? Je ne répondrai pas. J'étais obligé de vous la poser. J'ai une bonne nouvelle, messieurs. Sur le bilan de l'équipe de France, la France est devant. La France est devant sur le bilan des France-Allemagne. Alors vous allez me dire, il y a 12 victoires en matchs amicaux contre 7. Mais par contre, il y a eu un seul match dans l'histoire de l'Euro. Vous vous en souvenez sans doute, c'est la demi-finale à Marseille, la victoire 2-0. Donc la bonne nouvelle, c'est que la France n'a jamais perdu à l'Euro contre l'Allemagne. 2016, c'est quand même une belle arnaque. C'est un hold-up, c'est un hold-up monstrueux. C'est incroyable quand on y repense ce qui s'est passé en 2016. Ah mais c'est vrai, la finale, on doit la perdre à la mi-temps, il doit y avoir 3-0 pour les Allemands et personne ne bouge. Marek, les Allemands, vous avez dit qu'ils vous font pas peur, pourtant. Les Allemands même, ils font tout, à part la Coupe du Monde 2018, ils font dernier carré entre 2002 et 2016 tout le temps. Et puis il y a des noms qui sont sympas, mais ça vous fait pas peur plus que ça? Non, parce que le key player, ça sera Toni Kroos. C'est un joueur qui on parle Mehdi vient de parler d'individualité. C'est une individualité, mais qui peut pas faire gagner un match. Alors on a tous peut-être en tête ce coup franc contre la Suède. Il servait à rien, je crois. Mais pour moi, il finit dernier du groupe. Dans la routine de ce joueur, je vois pas. Après, effectivement, le Joachim Löw a rappelé des joueurs comme Mats Hummels, comme Müller, qui eux peuvent faire des différences, mais en fait, je rejoins Mehdi sur ce qu'il disait par rapport au collectif, aucune individualité qui se distingue. Alors que nous, on a un collectif et puis quelques individualités, pas beaucoup, quelques talents. On verra vivement demain, j'ai envie de dire. Merci Mehdi par téléphone, on se retrouve peut-être la semaine prochaine en studio, non ? Oui, normalement c'est bon, je serai là jusqu'à la fin de l'année. Parfait, tout va bien, ça c'est une bonne nouvelle. Et vivement demain, j'ai envie de dire, vivement le France-Allemagne, match sur M6 et beIN Sport à 21h. France-Allemagne, le début de l'Euro pour l'équipe de France, en espérant qu'ils aillent très loin. Il y a le match samedi à 15h contre la Hongrie, c'est déjà le deuxième match. Après, ils jouent mercredi d'après. Ça va vite. Donc contre le Portugal. Nous, on se retrouve lundi prochain. Merci à Coraline et Romain juste avant. Et à lundi sur Sportez-vous bien.